Maîtriser sa consommation d'énergie, réduire son impact carbone ou moins polluer lors de ses déplacements professionnels? Les enjeux énergétiques sont nombreux pour les entreprises et ce n'est pas toujours facile de mettre en œuvre la bonne solution. Pôle Énergie accompagne depuis plus de 10 ans les TPE-PME, grands groupes, collectivités ou encore associations du territoire des Hauts-de-France. Ainsi, nous favorisons l'attractivité des Hauts-de-France, soutenons offre et demande entre les acteurs et catalysons l'innovation. Pôle Énergie, c'est un ensemble de 6 expertises. Mobilité bas carbone, sobriété et efficacité énergétique, réseau et intelligence territoriale, décarbonation, hydrogène, biométhane et nouveaux gaz bas carbone, énergie renouvelable électrique et thermique. Comment agissons-nous à vos côtés? Notre équipe d'experts vous accompagne à travers des plans d'action concrets. La mise en place de stratégies énergétiques et de décarbonation, l'assistance dans la mise en œuvre opérationnelle, la mise en relation avec le partenaire le plus qualifié, le développement d'une intelligence territoriale pour anticiper et implanter des infrastructures énergétiques, la veille sur le secteur de l'énergie et une communication qui offre de la visibilité. L'énergie et les enjeux environnementaux sont l'affaire de tous. Pôle Énergie accompagne votre structure pour la rendre plus vertueuse dès demain. Êtes-vous prêt à accélérer la décarbonation et la transition énergétique de vos activités? Eh bien, bonjour à tous. Je suis Hélène Bécu, de Pôle Énergie. Donc, vous avez une petite présentation. Alors, aujourd'hui, on va passer à peu près 1h15 ensemble pour parler du décret BACS, donc le décret qui nous intéresse beaucoup en ce moment, donc le Building Automation and Control System. Alors, qui vient s'ajouter finalement un petit peu au décret tertiaire hein, que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous. Hein, le décret tertiaire visant à réduire les consommations énergétiques des bâtiments de plus de 1000 m² d'ici 2030 avec des objectifs assez importants, hein, 40% de réduction de consommation d'énergie. Alors, le décret BACS, lui, va venir en complément plutôt, puisqu'il va viser aussi à améliorer, en fait, en termes opérationnels, à améliorer votre consommation et surtout à la réduire. Alors, aujourd'hui, on va avoir autour de la table 3 intervenants. Donc, Jonathan Lanné de Sobren, qui va, dans un premier temps, nous rappeler la partie un peu plus réglementaire de ce décret BACS. Et en se focalisant ensuite sur les opportunités qui sont valables en ce moment, notamment sur les aides C2E. Ensuite, interviendra Caroline Jersey de Schneider, qui va plutôt nous rentrer dans le concret en nous parlant des solutions existantes et en nous donnant des retours d'expérience et des exemples de mise en œuvre. Et enfin, on terminera le webinaire de ce matin avec Mickaël Souchanek de Green Yellow. Mickaël, tu peux aussi allumer ta caméra, histoire qu'on voit, qu'on puisse te repérer, et donc qui va nous montrer comment ces installations peuvent être aussi rentrées dans le cadre de CPE, donc des contrats de performance énergétique, et être financées par un tiers financeur, et donc ne pas avoir à solliciter un investissement pour le client final. Eh bien, je laisse la parole maintenant à Jonathan pour la présentation réglementaire du décret BACS. Super, merci Hélène. Alors, attends, je cherche, je ne vois plus les flèches. Là. Ah, c'est parce que sur le fond blanc, ça... je ne les voyais pas. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, je suis un peu déçu parce qu'après, passer après la vidéo d'introduction de Pôle Énergie, mon slide de présentation de Sobren va faire un peu moins d'effet. Donc, je vais essayer de rattraper par ma présentation. Donc, Sobren, qui on est une entreprise qui accompagne les entreprises de tout secteur, industriel, tertiaire, dans justement la réduction de leur consommation d'énergie. Alors, pour cela, on identifie 3 grands axes. Le premier point, c'est la sobriété énergétique. Donc, l'idée, c'est plutôt d'accompagner nos clients vers une bonne identification de leur consommation pour ensuite leur conseiller des gestes
ou régulation, et donc ça fera le lien avec, le sujet d'aujourd'hui. Le deuxième point, c'est plutôt des actions qui vont nécessiter des investissements assez forts. Donc, on va se concentrer plutôt sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Donc là, on va identifier des actions qui vont nécessiter la mobilisation de CAPEX pour justement aller vers des technologies un peu plus performantes, soit pour du bâtiment, c'est des systèmes de chauffage, d'isolation, etc. Pour de l'industrie, c'est changer justement, enfin s'intéresser aux différentes utilités, voir s'il y a des opportunités de récupération d'énergie fatale pour les utiliser sur site, etc. Et enfin, tout ça ne serait pas possible sans financement parce que, comme on va le voir aussi aujourd'hui, c'est que je pense qu'aujourd'hui, au vu du contexte énergétique en France, du prix de l'énergie, etc., donc il y a vraiment une sensibilité aux économies d'énergie, mais derrière, bien souvent, pour faire des économies d'énergie, alors pas tout le temps, mais ça nécessite quand même un peu de CAPEX. Et donc l'idée, c'est de venir essayer de réduire au maximum justement les investissements de nos clients en leur identifiant les financements disponibles, donc que ce soit des financements privés ou publics, donc privés via les certificats d'économie d'énergie, donc on va détailler tout à l'heure sur l'aspect justement BACS, mais pas que. Il existe aujourd'hui une panoplie d'aides qui peuvent justement adresser les problématiques efficacité énergétique et sobriété. Donc nous, on les identifie pour ensuite justement les proposer à nos clients. Pour information, donc Sobren est membre de 3 associations, donc le Pôle Énergie, la T2E, qui sont 2 associations assez connues. Par contre, on a rejoint une association qui s'appelle l'Alliance BACS. Alors, c'est une alliance qui s'est créée justement il y a quelques mois, dont on a été en quelque part membre fondateur, et justement qui vise à déployer justement tous les référentiels autour des BACS, autour des GTB. L'idée étant de justement diffuser la bonne parole et les bonnes pratiques au regard de cette réglementation qui peut être assez complexe et pour lesquelles on peut avoir des questions sur justement la mise en application. Donc, l'Alliance BACS, c'est une alliance qui est très récente, qui est hébergée au sein justement du syndicat ACR qui regroupe tous les industriels du monde de la GTB, on va dire les fabricants de GTB, mais l'alliance est ouverte à l'ensemble des maîtres d'œuvre, des prescripteurs, bureaux d'études, des gens qui justement s'investissent dans la promotion justement des économies d'énergie et notamment des systèmes BACS. Donc, s'il y a des gens autour de la table aujourd'hui qui souhaitent rejoindre cette alliance, vous pouvez y poser votre candidature et donc potentiellement nous rejoindre pour diffuser la bonne parole. Donc, c'était le propos d'introduction. Donc, comme Hélène l'a dit, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le décret BACS, donc BACS, Building Automation and Control System. Bon, globalement, quand on parle de BACS, on parle de GTB. Donc, je vais tout de suite faire le lien assez direct. BACS, GTB. Les BACS ne sont pas que les GTB. Globalement, on parle de systèmes de régulation et d'automation. Donc, il peut y avoir d'autres systèmes qui rentrent dans les BACS. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur la GTB. Comme l'a dit Hélène, ce décret, s'inclut justement d'un dispositif réglementaire un peu plus large. Notamment, donc Hélène a fait référence au décret tertiaire qui impose justement des objectifs d'économie d'énergie pour les bâtiments de plus de 1000 m², donc avec des échéances 30, 40, 50. Mais du coup, le décret tertiaire, c'est un décret qui fixe des objectifs. Le décret BACS est plutôt un objectif de moyens. C'est-à-dire, en fait, vous avez un objectif de réduction de consommation d'énergie. L'idée de ce décret, c'est une obligation, mais l'idée, c'est de vous accompagner quelque part dans, déjà, une meilleure vision de vos consommations et de mettre en place soit des gestes que vous allez pouvoir mettre en place au sein de vos entreprises, soit de mettre en place des systèmes de régulation automatique. Et là, c'est le but de la GTB, vraiment, d'aller automatiser un bon nombre de paramétrages sur le taux d'occupation, sur les températures de consigne, sur l'allumage ou pas du système de chauffage, d'éclairage, etc., l'ensemble du CVC. Donc, le décret BACS vient fixer une obligation, justement, d'installer une GTB pour les bâtiments tertiaires d'une puissance CVC de plus de 70 kW. Ah, je vois dans le chat qu'il y a un problème de son. Ah, ok. Donc, je ne sais pas si le problème de son est pour tout le monde. Moi, je t'entends très bien, Jonathan. On va regarder. Ok, parfait. Donc, comme je disais, le décret a été publié en 2020
qui s'est vu être modifié en 2023 récemment. L'idée de cette modification, c'était d'élargir la fourchette, enfin le panel de bâtiments qui allait être assujetti à cette obligation. Donc, à date, aujourd'hui, les bâtiments qui sont soumis à cette obligation, c'est les bâtiments dont la puissance de CVC, donc chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, etc., est supérieure à 70 kW. Donc, globalement, nous, on considère que plus de 80, enfin, l'ensemble du bâtiment du tertiaire est concerné par cette obligation. Vous avez un calendrier, du coup, de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'à partir d'avril 2024, l'ensemble des bâtiments neufs devront se conformer à cette obligation. Mais on va dire que les bâtiments neufs, c'est pas forcément, enfin, c'est une problématique, mais voilà, lorsqu'on on réalise le cahier des charges, etc., de construction du bâtiment, on peut prendre en compte cette dimension-là. Le vrai challenge, en tout cas de ce décret-là, c'est d'aller justement installer du coup ces GTB dans l'ensemble du parc existant avec 2 phases. Une première phase pour les bâtiments dont la puissance CVC est supérieure à 290 kW. Et ensuite, jusqu'au 1er janvier 2027, pour les bâtiments tertiaires dont la puissance est supérieure à 70 kW. Donc, c'est un vrai challenge parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que globalement, le parc était très peu équipé. On va revenir après dans la description de ce qu'est une GTB et quelles sont vraiment les obligations réglementaires. Mais globalement, on voit bien que le parc, l'ensemble du parc est concerné. Donc, il y a un vrai challenge pour l'ensemble de la filière d'aller justement équiper l'ensemble de ces bâtiments. Donc, il y a cette obligation. Par contre, si jamais le décret prévoit quelques exceptions, si jamais le bâtiment concerné par cette obligation, que le décret impose un investissement dont le TRI serait supérieur à 10 ans. Donc, le TRI, c'est le coût d'investissement par rapport aux économies d'énergie qui seraient engendrées par cette solution. Et donc, voilà, certains bâtiments peuvent être exemptés, mais globalement, considérer que l'ensemble du parc est concerné par cette obligation, sachant que ce TRI, c'est en déduction des aides financières et on verra aujourd'hui, il y a quand même un vrai coup de boost sur les financements disponibles. Enfin, important, le décret prévoit des vérifications justement sur la bonne installation de ces équipements et sur le bon fonctionnement. Donc ça aussi, c'est important. On verra après sur le financement, mais attention à ce que le système soit bien installé. C'est encore une obligation. Mais qui dit obligation dit vérification finalement, parce que sinon, même s'il n'y a pas de sanction, il y a vérification. Et donc il faut bien installer ces équipements parce que des vérifications seront réalisées. Hop. Alors, tout à l'heure, je parlais de GTB, de BAX. Concrètement, qu'est-ce qu'une GTB? Alors, déjà, je souhaite préciser que le ministère a mis à disposition un guide, le guide BAX. Donc là, on a mis le lien sur la présentation. Mais si vous tapez guide BAX sur Internet, vous le trouverez assez rapidement. Et justement, ce guide développe un peu tous les éléments là qu'on va balayer durant notre présentation. Et donc, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Mais si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, ce document est un document de référence et vous pourrez vous renseigner au sein de ce guide. Donc, qu'est-ce qu'une GTB? Une GTB, elle assure plusieurs missions, quelque part. Donc, les fonctions qu'elle doit remplir, c'est suivre, enregistrer, analyser, justement, les données de consommation énergétique du bâtiment. Donc, ça, c'est important. En fait, globalement, vous allez avoir une brique de supervision de l'ensemble de vos usages qui seront concernés par le pilotage de la GTB. Donc, ça, c'est important d'avoir une bonne vision justement des consommations par zone fonctionnelle. Après, c'est vous qui définissez les zones, mais dans un bâtiment tertiaire, on peut avoir plusieurs zones, hein, une zone de bureau, une zone, je ne sais pas, de cantine ou autre. Donc l'idée, c'est de voir une vision globale, mais aussi pièce par pièce, quelque part, zone par zone des consommations. C'est situer aussi les consommations au regard de valeurs de référence. C'est-à-dire, en fait, alors c'est très bien de savoir qu'on consomme X kilowattheures par an, mais l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on est bon ou pas, en fait. Et donc l'idée, c'est de se paramétrer des valeurs, soit en regard d'objectifs, soit au regard de valeurs de référence par rapport à des consommations
de bâtiments équivalents pour justement savoir si on a des dérives en fonction des différents usages qui seront suivis par le système. Et donc, en effet, ça permet de détecter des pertes d'efficacité de système si on voit que dans le temps, on a des consommations qui seraient amenées à se dégrader sur un système de chauffage, sur un système d'éclairage ou autre, quoi. Et pareil, ça permet du coup aussi une gestion autonome une gestion automatisée quelque part des différents systèmes pilotés par la GTB. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir piloter à la fois son système de chauffage, donc avec un système d'arrêt, de démarrage-arrêt, de régulation de la température en fonction de la température de consigne voulue dans chaque pièce. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale et à la fois de pouvoir réguler les différentes zones et usages pilotés par la GTB. Donc, on a cette obligation de mise en place de GTB via la réglementation. Il faut savoir que dans la GTB, voilà, je vous ai détaillé les principales fonctions d'une GTB, mais il va y avoir différents niveaux de GTB justement en fonction des types de régulation que vous allez mettre en place dans votre bâtiment. Donc, sur les aides financières, aujourd'hui, il existe le dispositif des certificats d'économie d'énergie, finance tout ou partie, dans certains cas, ça peut être l'ensemble de l'investissement, d'installation d'une GTB de classe A ou B selon la norme 5220 pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2025. Alors, pourquoi le 1er janvier 2025 ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une obligation d'installer une GTB avant le 1er janvier 2025 pour certains bâtiments. Donc, en fait, l'idée, c'est que les certificats d'économie d'énergie ne peuvent pas venir financer des opérations qui résultent d'une obligation réglementaire. Donc, c'est pour ça qu'on a donc, la fiche GTB, BAT-TH 116, donc son petit nom dans le C2E, s'arrêtera au 1er janvier 2026 dans la version telle qu'elle est actuellement. Cette fiche et ce financement associé est lié à la mise en place d'une GTB de classe A ou B. Donc, vous voyez, je vous ai mis un petit zoom là sur les différentes classes en bas à droite. Aujourd'hui, le décret BACS accepte les GTB de classe C. Donc, si vous voulez être conforme au décret BACS, c'est une GTB de classe C. Par contre, si vous voulez bénéficier de financement C2E et que vous voulez aller plus loin justement dans les systèmes de régulation et d'automatisation de votre bâtiment, eh ben, vous pouvez installer une GTB de classe A ou B. Et donc, les C2E viendront quelque part financer ce surinvestissement lié au fait que vous allez au-delà de la réglementation actuelle. Donc ça, c'est un financement GTB qui est là depuis un certain temps et qui va perdurer jusqu'au 1er janvier 2025. Par contre, la nouveauté, c'est que le ministère a mis en place ce qu'on appelle un coup de boost. Il y a différents coups de boost qui peuvent exister si le gouvernement souhaite inciter à des actions bien spécifiques. On sait qu'il y a eu des coups de boost les précédentes années sur l'isolation. Il y en a eu sur la mise en place de pompes à chaleur pour justement décarboner le chauffage des particuliers dans les maisons individuelles. Aujourd'hui, il y a un vrai coup de boost sur la mise en place de gestion technique du bâtiment, donc qui vient justement bonifier, donc de donner des surprimes pour l'installation d'une GTB. Du coup, donc ce surfinancement, quelque part, est valable depuis donc, octobre dernier, octobre 2022, et est valable pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, quand on parle d'opérations engagées, on parle de commandes de vie signée. Donc, nous, le message qu'on souhaite passer, c'est qu'en effet, alors d'ailleurs, il n'est jamais trop tard, mais il faut se dépêcher si vous voulez bénéficier de ce coup de boost, parce qu'il est à durée déterminée. On sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, sans mettre la pression, c'est que déjà au regard du décret BACS et au regard de ces financements, aujourd'hui, la filière a du mal à répondre à toutes les demandes. Voilà, on va être très clair. Donc, c'est pour ça que plus vous anticipez rapidement ces obligations réglementaires et que vous, justement, combinez avec des financements attractifs, justement, en ce moment, plus voilà, vous pourrez répondre et maximiser quelque part, limiter vos investissements tout en répondant aux exigences réglementaires. Jusqu'au 31 décembre 2023, ce qui ne veut pas dire que le financement des GTB s'arrête au 31 décembre 2023. Ça veut dire que du coup, ces coefficients, quelque part multiplicateurs, ne seront plus valables, mais vous pourrez toujours bénéficier des certificats d'économie d'énergie
qui restent toujours, qui permettent d'avoir des taux de financement allant, enfin, ça dépend vraiment des typologies de bâtiments. Et là, je vais vous… j'ai un dernier slide parce que je regarde le temps et je crois que j'ai écoulé mon temps, mais on a des taux de financement qui peuvent être très, très importants. Ça dépend surtout des surfaces pilotées par la GTB. Là, nous, on a mis des cas concrets où, en effet, on a des surfaces qui sont de plus de 10 000 m². Donc, en effet, ça fait des taux d'investissement quand même assez significatifs, mais du coup aussi avec des taux de financement importants. Il est vrai que si là, nous, on n'avait pas dans notre portefeuille, mais si on parle de petites écoles ou de petits tertiaires, tout de suite, l'investissement reste quand même assez important de mettre une GTB, mais du coup, le financement associé sera un peu moindre. Donc ça, c'est important de le préciser, c'est que le financement est vraiment lié à la surface pilotée par la GTB. Pourquoi? Parce que plus vous pilotez plus la surface, plus théoriquement il y a de consommation énergétique. Donc c'est pour ça, donc, plus il y a de C2E. Mais du coup, pour les petites surfaces, on a des taux de financement un peu moins importants. Donc en gros, on va de 15% jusqu'à, en effet, on peut aller jusqu'à 90%. Et donc le plus important quand même reste quand même les économies d'énergie qui sont générées par une GTB. C'est vrai qu'il y a du financement. Par contre, ne pas oublier que la mise en place d'une GTB bien régulée, bien mise en place, vous permet de faire des économies d'énergie dans le long terme de 15 à 20% par an. Donc, c'est quand même significatif. Au-delà de l'aspect financement, c'est vraiment, ça peut vous permettre de faire des économies d'énergie et d'avoir une bonne visibilité, surtout sur vos consommations, au vu en plus du décret tertiaire qui vous oblige à déclarer vos consommations et à suivre justement l'évolution de vos consommations dans le temps pour atteindre les objectifs. Voilà. Je crois que c'est bon niveau timing, je ne suis pas trop mal, peut-être un peu débordé, mais désolé. C'est parfait, mais ça méritait de passer un petit peu de temps à expliquer au moins ce que contenait le décret BACS. Alors, on a une question qui est: la définition de bâtiment tertiaire est-elle la même que pour le décret tertiaire? Et la question sous-jacente, c'est: est-ce qu'un site industriel va être soumis, j'imagine, sur ses parties tertiaires, dès lors que ces parties tertiaires auront plus de 290 kW? Alors bien sûr, alors, les bâtiments tertiaires, la définition réglementaire, hein, on appelle tertiaire ce qui n'est pas du secteur primaire ou secondaire. Donc c'est toujours la définition de tertiaire. C'est le tertiaire comme tout le monde l'entend. Hein. Ça peut être des entrepôts, etc. Il n'y a pas de sur les définitions de qu'est-ce qu'on place en industrie tertiaire, c'est toujours un peu délicat, mais globalement, c'est tertiaire tel que tout le monde l'entend, les bureaux, les hôpitaux, etc. Et pour en revenir sur la partie industrie, en effet, donc un industriel qui possède une partie tertiaire est bien soumis à l'ensemble des réglementations sur le tertiaire. Le décret tertiaire et le décret BACS sont liés, mais c'est deux critères différents. Sur le décret tertiaire, on est sur sur un critère de surface. Donc, si vous avez plus de 1000 m², vous êtes soumis au décret tertiaire. Sur le BACS, c'est plutôt la puissance CVC qui rentre en compte. Et donc, si vous êtes une puissance CVC de plus de 70 kW sur la partie tertiaire, vous êtes soumis au décret BACS. D'accord. C'est deux critères différents, mais pour industriel, ça s'applique. C'est-à-dire s'il a une zone tertiaire, il est soumis potentiellement à ces deux obligations. Très bien. Je pense que tu as répondu à la question. Merci beaucoup, Jonathan, pour ta présentation. Et on va accueillir maintenant Caroline Gerzé, qui est chef de produit gestion technique chez Schneider et qui va nous rentrer un petit peu plus dans les solutions opérationnelles et comment, quand on a un bâtiment, on peut trouver des solutions de GTB et qu'est-ce qu'il en est derrière. Caroline, je vous laisse la main. Merci Hélène pour cette introduction et déjà bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette revue de tout ce qui est le décret BACS et aussi des solutions opérationnelles de GTB. Comme vous le savez, beaucoup d'entre nous réunis ici jouent un rôle dans l'industrie de la construction. Que nous soyons promoteurs, propriétaires, exploitants et locataires, nous contribuons et nous sommes souvent responsables de l'impact de nos bâtiments sur les personnes et l'environnement. Et donc, la façon dont les bâtiments sont conçus, construits, exploités et entretenus fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux et fait face à des pressions croissantes de la réglementation et des occupants. Il y a donc un appel au changement. En tant qu'industrie, nous devons examiner nos rôles, nos pratiques, nos bâtiments et nous
adaptés pour répondre aux nouvelles exigences auxquelles nous sommes confrontés, comme a introduit Jonathan aujourd'hui. Chacun d'entre nous sera invité à faire sa part, voilà, parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons de diminuer la valeur de nos immeubles, de nos bâtiments, d'augmenter les coûts d'exploitation et de rendre nos bâtiments moins attrayants pour les locataires et leurs occupants. Donc, en tant que partie prenante du bâtiment, il est de notre responsabilité d'examiner les défis. Je ne vois plus de présentation. Est-ce que c'est moi qui ai changé quelque chose? En tant que partie prenante du bâtiment, il est de notre responsabilité d'examiner les défis auxquels notre industrie est confrontée et de répondre de manière proactive à l'appel au changement pour assurer un avenir dans ce secteur. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous notre vision pour naviguer dans ce changement et créer les bâtiments de l'avenir. Donc, je vais commencer, je vous propose de commencer aujourd'hui en définissant les différences dans le concept entre GTC et GTB. Comme vous le savez, sur un bâtiment, nous allons retrouver plusieurs usages, plusieurs domaines techniques tels que le chauffage, la production d'eau chaude, la climatisation, l'éclairage. Et par le passé, chacun de ces domaines techniques disposait de sa propre GTC pour gestion technique centralisée. Ces solutions permettaient de superviser l'installation technique à laquelle elles étaient rattachées et elles communiquaient généralement sur des protocoles propriétaires, c'est-à-dire qu'elles étaient silotées et elles n'étaient pas capables de communiquer entre elles. La principale problématique était donc qu'avec l'augmentation de l'automatisation et de la digitalisation du bâtiment, vous aviez autant de GTC que d'usages à piloter. Les équipes d'exploitation devaient donc utiliser plusieurs ordinateurs pour superviser les installations d'un seul et unique bâtiment avec toute la difficulté de recouper les informations entre elles. C'est donc dans cette perspective de faciliter l'exploitation et d'offrir la possibilité d'utiliser au mieux les données collectées qu'entre en scène la GTB pour gestion technique du bâtiment. Ces solutions qui vont peu à peu s'orienter majoritairement vers l'utilisation de protocoles ouverts pour favoriser l'interopérabilité. Ils vont ouvrir aux équipes d'exploitation un outil tout en permettant de monitorer et piloter l'ensemble des usages du bâtiment, voire même de plusieurs bâtiments, puisqu'on est capable de faire du multisite, de la gestion multisite avec les GTB, lorsqu'on va raisonner à l'échelle d'un patrimoine, par exemple. Donc, pour vous donner un exemple tout simple, le réglage d'un unique programme horaire pourra simultanément arrêter ou démarrer le chauffage tout en autorisant l'éclairage, déverrouillant la détection d'intrusion, etc. Donc, cela permet également de comparer les différents sites entre eux pour identifier les bonnes pratiques des uns et les axes d'amélioration des autres quant à leurs utilisations et leur fonctionnement. Et c'est cela qui rend la chose vraiment intéressante, d'autant plus sur le plan énergétique. Donc, vous l'aurez compris, une GTB permet de monitorer et de contrôler les différentes installations techniques du bâtiment en vue d'en optimiser le fonctionnement, ce qui aura pour conséquence directe une productivité opérationnelle accrue, une réduction des consommations énergétiques et une nette amélioration du confort des occupants. Donc, fort de ce constat, les autorités ont mis en place, comme on a introduit, un cadre réglementaire visant à déployer massivement ces solutions, mais également à des mesures incitatives à travers les primes C2E, dont il est question aussi aujourd'hui. Afin de s'assurer que les solutions mises en place soient les plus efficientes possibles, ces primes reposent sur un principe de classification de GTB, comme vous pouvez voir ici sur le slide, des correspondants à un site dépourvu de GTB, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas le faire apparaître ici, et à un site équipé d'une GTB très performante. Donc, cette classification et le descriptif des fonctionnalités est traité par la norme EN 52120-1 qui a pris le relais de la EN 15232. Donc, elle détaille pour chaque domaine technique, chauffage, éclairage, les fonctionnalités implémentables et la classe associée. Donc, petite précision importante, la GTB est dépendante des installations techniques
à piloter. Ça veut dire que si la GTB est en mesure de traiter les fonctionnalités de classe A, il faut impérativement que les installations techniques soient en mesure de le faire également. Pour vous donner un bref exemple sur une de ces fonctionnalités sur le système de chauffage notamment, une des conditions pour être de classe A nécessite que le débit d'eau chaude envoyé dans les émetteurs du bâtiment, tels que les radiateurs par exemple, soit fonction du besoin réel de chauffage. Donc, en d'autres termes, il faut que la GTB puisse faire varier le débit au niveau de la pompe de distribution d'eau chaude. Il faut donc que cette pompe soit équipée d'un système de variation de vitesse, sans quoi la GTB sera bien incapable d'assurer cette fonctionnalité. Il s'agit donc d'un travail commun entre les différents lots techniques pour mettre en place chacun à leur niveau les composantes techniques qui permettront d'atteindre le niveau de classification souhaité. Donc, comme vous pouvez le voir, si une GTB de classe B suffit à être en accord avec la réglementation fixée par le décret BACS, il reste malgré tout bien plus intéressant de viser une classification de classe A afin de réduire significativement sa consommation énergétique. Donc, les exemples, juste après, j'ai mis quelques exemples ici. Les exemples qui sont donnés ici, quand on passe de la classe C à la classe A, on parle d'une moyenne, bien sûr, hein, mais ça démontre bien tout le potentiel d'une GTB performante comparativement à un site qui en serait dépourvu ou équipé d'une GTB de classe C. Vous voyez bien la différence entre un site non piloté et ce que peut apporter une GTB, le passage d'une GTB D à une GTB B ou A. L'idée, c'est que on va avoir deux types de bâtiments, des bâtiments neufs où on peut, dès le début de la construction et du projet, installer les mesures nécessaires pour l'efficacité énergétique, notamment ce qui est très important aussi, c'est d'électrifier les usages et par exemple de passer en géothermie quand c'est possible ou sur des énergies vertes. Voilà, quand on parle d'un projet sur un bâtiment neuf, on aura un résultat qui sera plus optimisé que sur un bâtiment de rénovation. Cependant, les gains qui vont découler d'une installation de GTB dépendent aussi de l'utilisation qui est faite du bâtiment, de son état de vétusté, de l'année de construction, etc. Donc, si l'on prend l'exemple d'un hôpital, la priorité d'un bloc opératoire est de garantir un environnement sain sur cette zone d'intervention. Les objectifs de maintien en pression et température seront bien évidemment prioritaires sur les consommations. Les leviers d'optimisation énergétique seront donc plus limités sur ce type d'établissement que sur des immeubles de bureaux ou des commerces. Donc, on va passer sur un cas concret qui est un bâtiment qui appartient à Schneider Electric. J'ai fait le choix de vous présenter un bâtiment déjà existant et un projet de rénovation. Donc, ici, le challenge qui était représenté pour Schneider Electric, c'est que on était vraiment sur un projet de rétrofit où il y avait on était sur des vieux bâtiments peu attrayants, répartis sur différents sites. Il était difficile d'ajouter de nouvelles technologies et on n'avait pas de visibilité des données, aucun contrôle sur la gestion de l'énergie dans ce bâtiment et aucune référence en matière de durabilité. Donc, on parle d'un bâtiment qui fait 43 000 m², dont 22 000 m² de laboratoire et de plateforme d'essai. Ça, c'est un élément important parce que ces laboratoires vont avoir des contraintes de température, vont avoir des contraintes parfois d'humidité qui vont limiter l'impact de la GTB, mais la GTB prend tout son sens puisqu'on ça permet vraiment de contrôler les usages. Donc on est sur un bâtiment de 1000 collaborateurs et là aussi c'est un élément important parce que
ce n'est pas parce qu'on parle de réduire la facture énergétique et d'efficacité énergétique que le confort des usagers doit passer après. On est vraiment sur une préoccupation du bien-être des collaborateurs sur ce type de projet aussi. Donc voilà, et ce qui est important, c'est que nous avons mis en place une solution que je vais vous présenter pour atteindre un fonctionnement de net zéro carbone, donc de carboneutralité, et la plus haute certification LEED en France. C'est une reconnaissance, le LEED, qui est vraiment importante pour Schneider Electric, mais pour tous les bâtiments qui rentrent dans la catégorie Smart Building. Voilà, on est sur la conception, la construction pilotée par les données via la modélisation BIM, la simulation énergétique. Donc, réduire la consommation des sites et intégrer des technologies dites smart ou intelligentes pour favoriser la collaboration sur le site et améliorer le lieu de travail, mais aussi, je parlais des collaborateurs, il est important d'attirer les talents. Donc, on est sur une prise en compte globale de l'écosystème du bâtiment. Ce qu'on a réussi à obtenir avec la mise en place de notre solution de GTB, c'est une performance énergétique tertiaire qui est vraiment efficace, puisque vous voyez, on visait, on avait un objectif de 45 kW par mètre carré par an. On a réussi à atteindre 43,5 kWh par mètre carré par an. Donc ça, c'est vraiment une réussite. Par ailleurs, sur ce projet, il a été vraiment réfléchi et mis en place des énergies renouvelables, donc un pack géothermique qui comprend le chauffage et la climatisation thermodynamique par pompage en nappe, donc je parlais de géothermie tout à l'heure, des solutions photovoltaïques aussi avec des ombrières et voilà, qui nous permet de l'autoconsommation. Donc, on parle ici d'une solution où on a 230 compteurs électriques, 80 compteurs thermiques, 10 compteurs hydrauliques et environ 8000 points contrôlés et monitorés grâce à la GTB. Donc, on est, grâce à la GTB, on peut diviser en 4 parties. On a d'abord vraiment cette gestion du confort des occupants avec la possibilité de réserver des salles de réunion avec la GTB, ce qui peut être surprenant, mais ça comprend aussi ça. Faire les réservations de places de parking, augmenter permettre la gestion des visiteurs, permettre une meilleure gestion de l'environnement de travail. On est aussi sur tout le contrôle du bâtiment avec des contrôles de zone sur la CVC, sur les lumières. On a aussi, bien entendu, un mode de repos, c'est-à-dire que quand le bâtiment est inoccupé, on passe sur des seuils qui sont bien plus importants en termes d'efficacité énergétique et la possibilité pour les occupants du bâtiment de venir contrôler que ce soit la température, l'éclairage, selon la demande, mais aussi tout ce qui est les stores électrique. Donc, la ventilation, la production basée sur la demande et la surveillance de la qualité de l'air. Et grâce à la GTB, on peut aussi détecter la présence de personnes et en fonction du taux d'occupation d'une pièce, c'était quelque chose qui était vraiment sensible pendant le Covid notamment. On était capable, grâce à la GTB, de voir combien de personnes on avait dans une pièce et d'éventuellement envoyer une alarme au gestionnaire du bâtiment
également s'il y avait trop de monde dans une salle de réunion. Heureusement, on est sorti de tout ça, mais c'est des usages qui sont possibles et qui sont transposables, par exemple, dans les milieux hospitaliers où on va définir des plages horaires de visite et on va pouvoir, selon la présence ou non des occupants des chambres, pouvoir adapter les seuils, que ça soit sur la température de la pièce ou sur l'éclairage, tout ça ayant un impact important sur la consommation énergétique. Donc, grâce à la GTB, on est aussi capable de mettre en place une surveillance de l'énergie et de la qualité de l'air. Donc, on a des moniteurs d'énergie qui sont actifs, des indicateurs de gaspillage aussi, notamment tout ce qui est usage de l'eau. On va être capable, grâce à une GTB, d'identifier dans une zone une chasse d'eau qui fuit, par exemple. C'est des choses qui peuvent entraîner un gaspillage énergétique assez important. On a aussi la possibilité, grâce à la GTB, de monitorer en temps réel les actifs du bâtiment et aussi d'optimiser la fiabilité de l'alimentation. Notamment, je parlais d'énergie solaire, voilà, de basculer du microgrid ou non, voilà, selon la consommation qu'on en fait. Selon le moment de l'année, en été, on pourra plus facilement se passer sur une énergie verte qui va venir des panneaux photovoltaïques. Voilà, pour terminer, je parlais de 4 pôles. L'énergie d'entreprise, donc on est aussi sur la gestion des contrats, sur la facturation, sur les rapports, les suivis des coûts énergétiques, voilà, qui sont tous des indicateurs de performance clés pour le bâtiment. Voilà, donc ici, on a une vue intéressante des résultats qu'on a obtenus grâce à l'installation d'un système de GTB. On peut voir au début qu'on est sur, en janvier, en début 2017, on est sur un bâtiment qui n'était pas contrôlé, il n'y avait pas de système de GTB, donc on a eu des problèmes de mesure et peu de contrôle finalement sur nos consommations. En fin 2017, on a commencé à mettre en place une GTB qui nous a permis de surveiller en temps réel la consommation, les usages de l'énergie, et aussi avec un partenariat avec Engie sur le projet Target 45 pour ceux qui connaissent. On a mis en place des contrôles exhaustifs des installations, des contrôles commandes pour la GTB, ce qui nous a vraiment permis de réduire la consommation en dehors des heures travaillées, l'optimisation voilà, ça nous a permis aussi d'optimiser les contrôles qu'on pouvait faire sur l'énergie. En 2018, on passe à 67,5 ici. On a continué d'améliorer, d'optimiser les performances. Donc, vous pouvez aussi voir que c'est un système qui est, enfin, les GTB sont évolutives. On a identifié les équipements et les pièces qui représentaient la plus forte consommation énergétique. Et on a pu mettre en place des solutions qui, dès 2019, ont montré des effets différents, des effets différés grâce aux mesures prises en compte précédemment. Le changement qu'on a fait en 2021, c'est qu'on a mis en place, on a optimisé la géothermie, ce qui a permis de contribuer à la réalisation d'une baisse encore conséquente de la consommation énergétique et d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé de 40 kWh. Donc, voilà, c'était un petit peu ça que je voulais vous présenter. Je ne sais pas où est-ce que j'en suis par rapport au temps. Je vais peut-être accélérer un petit peu.
Voilà, donc l'idée ici, hein, c'est que l'optimisation énergétique et opérationnelle, tout comme le confort des occupants, passe par la digitalisation et l'électrification, parce que ce sont des solutions indispensables à court, moyen et long terme pour atteindre des objectifs que nous venons de citer et qui, de plus, bénéficient d'un fort et rapide retour sur investissement. Donc, c'est indispensable à travers la collecte des premières données. Voilà, vous voyez l'effet de la GTB et ça va nous permettre au fur et à mesure du temps de comprendre vraiment le fonctionnement du bâtiment, de voir comment et où l'énergie est dépensée. Et donc, voilà, d'abord, on parle d'un audit. Comme je parlais. Après, on va faire la mesure, voir comment et où l'énergie est dépensée. Et après, on va mettre en place les premiers automatismes avec nos systèmes de contrôle pour agir pour consommer moins. Donc, ces premiers automatismes pour agir sur les éléments les plus consommateurs et optimiser le fonctionnement, ce sont les premières étapes qui offriront ensuite un volume de données suffisant pour engager une analyse plus approfondie et initier des plans d'action plus poussés, mais nécessitant des investissements plus conséquents. Donc, notamment remplacer les équipements techniques peu performants, faire des travaux d'isolation et donc assurer une performance dans le temps. Dans l'exploitation. Donc, vous l'aurez compris, investir dans une solution de GTB permet de prétendre à des aides financières tout en se mettant en accord avec la réglementation et en réalisant des économies significatives sur la facture énergétique avec un minimum d'investissement. Donc ici, on est sur la feuille de route. Ça reprend un petit peu ce que Jonathan a dit, donc je vais passer rapidement. Ici, on est voilà sur les 4 étapes dont je vous parlais juste avant, digitaliser, électrifier, engager les travaux et pérenniser la solution. Et donc en investissement dans les technologies de GTB les plus performantes, vous faites d'une pierre 3 coups, c'est-à-dire que vous maximisez les consommations et les dépenses d'énergie, donc vous réalisez de fortes économies. Ça permet aussi une conformité réglementaire, des accès à des financements et le confort des occupants du bâtiment. Donc voilà, ici on est sur les solutions de Schneider Electric, mais je pense que les concurrents doivent être similaires, c'est-à-dire qu'il y a 3 couches indépendantes pour l'interopérabilité. Sur le principe, la GTB est d'abord composée d'une première couche de produits connectés, de capteurs, c'est-à-dire des sondes de température, de pression, d'hygrométrie par exemple, d'actionneurs comme des contacteurs de pilotage de l'éclairage, des vannes de régulation d'une chaudière, qui remontent des informations à la couche supérieure, dont on parle ici, les outils de contrôle. Donc, on est, ça transmet aux automates, aux contrôleurs qui vont ensuite envoyer les informations sur les outils de contrôle qu'on appelle la GTB. Donc, la GTB prend en compte une supervision pour fédérer l'ensemble des automates tout en apportant une interface pour l'exploitant du bâtiment. Donc, voir l'occupant aussi, quand on parle des bâtiments de bureaux, par exemple. Voilà, l'idée ici, c'est d'apporter une interface pour que chacun puisse gérer son confort, mais aussi l'efficacité énergétique. Et la GTB constitue ainsi la colonne vertébrale du bâtiment qui collecte 95% des informations. Donc, si elle est suffisamment interopérable, elle peut même remonter les données de tout type d'équipement et mettre à disposition ces données à toute solution cloud, donc Schneider Electric ou autre, que l'utilisateur final souhaiterait obtenir. Donc, ici, on a tout un système d'intelligence, d'application, de tableau de bord pour venir lire de la meilleure façon les données de la GTB. Voilà.
juste une dernière chose. Si nous prenons l'exemple de notre GTB EcoStructure Building Operation ici, elle est capable d'aspirer toutes les données du bâtiment via le protocole de communication BACnet IP. C'est aujourd'hui le protocole standard du bâtiment qui offre, alors je crois que Jonathan en parlait aussi tout à l'heure, le protocole standard du bâtiment qui offre une très forte interopérabilité et qui dit interopérabilité dit aussi risque de faille de sécurité. C'est pourquoi EBO est l'un des premiers systèmes à intégrer le protocole BACnet Secure qui vise à sécuriser tous les échanges au sein d'une GTB. Donc voilà, je vous invite aussi à scanner ce QR code pour avoir un guide complet sur les mesures à mettre en place pour l'efficacité énergétique. Merci de votre écoute. Pardon, j'étais un petit peu longue. Non, et c'est parfait, Caroline. C'est parfait dans le timing. Alors, merci pour cette présentation. On avait quelques questions et j'en ai aussi. Alors, je vais commencer par les questions du chat. Sur la rénovation de votre bâtiment, le Technopole. Mais je pense, alors on a eu la réponse entre-temps, parce que vous aviez atteint 43 kWh par mètre carré par an, mais avant elle était à combien? Et ça, je pense que tu as répondu. Donc ça, on est OK. Et on avait une autre question qui était quel est le montant des investissements mis en œuvre pour ces travaux de GTB? Forcément, c'est intéressant de mettre en relief le coût d'investissement. Alors, parce que c'était un site d'une taille conséquente, on parle de 22 millions d'euros sur ce projet, sachant que c'est un bâtiment où on a tout rénové, donc c'est le projet complet dont on parle pour obtenir la certification LEED. D'accord. Et sur la partie GTB, est-ce que du coup, on peut peut-être avoir quelques... ou c'est difficile? Oui, c'est moins important. On parle de dizaines de milliers d'euros, mais non, ça ira pas jusqu'à des millions. Voilà, on est autour de 10 000 euros pour la GTB seule, mais après, il faut prendre en compte les capteurs s'il n'y en a pas. Enfin, voilà, il y a une solution complète à mettre en place. Oui, parce que du coup, c'est vrai que j'ai noté dans ce qui a été présenté que au-delà de la GTB, c'est toute la partie capteur et actionneur, et notamment pour les pompes à débit variable qui sont du coup partie prenante. Ce sont des éléments qui sont vraiment partie prenante de la GTB et qui sont coûteux et qui par contre permettent un retour sur investissement rapide et une vraie baisse de la consommation énergétique. Tout à fait. Donc, installation de capteurs pour ceux qui aujourd'hui n'en sont pas munis, qui elles, ne rentrent pas forcément en compte dans le prix de la GTB. C'est ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation. Et comme on parle d'investissement, on va enchaîner avec Mickaël. Et Mickaël, du coup, qui est directeur développement au sein de Green Yellow et qui va essayer de nous montrer comment on fait pour investir dans ce projet qui peut être coûteux, mais qui derrière nous garantit en tout cas des économies d'énergie de 15 à 20%, ce qui est vraiment pas négligeable. Et donc, comment et quelle méthode on peut employer pour satisfaire cette réglementation. Je te laisse la parole, Mickaël. Bonjour à tous et merci pour me donner l'opportunité de partager notre expérience et ce webinaire avec vous. C'est vraiment un plaisir que de passer à la suite de mes deux confrères de chez Sobren et Schneider dans une logique également de complémentarité, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'acteurs mais qui s'enchaînent assez bien dans les solutions qu'on peut apporter pour répondre à ces enjeux. Green Yellow, en deux mots, Green Yellow est une entreprise qui existe maintenant depuis plus de 15 ans et qui a développé une offre globale pour accompagner les acteurs publics et privés dans leur transition énergétique. Ces solutions sont les suivantes. On agit déjà sur la production d'énergie solaire décentralisée, c'est-à-dire le développement de centrales solaires photovoltaïques en ombrières de parking, en centrales sur les toitures des bâtiments et également au sol. Ça, c'est notre premier métier historique. Le deuxième, c'est celui dont on parle aujourd'hui. C'est tout ce qui a trait à la transition autour de l'efficacité énergétique, où on va chasser les kilowattheures dans les bâtiments et développer ces fameux contrats de performance énergétique sur lesquels je reviendrai tout à l'heure.
Notre troisième activité est une activité de service où on va trouver également la capacité qu'a GreenYellow de valoriser les C2E comme nos collègues de Sobrenne, mais également d'aller aider des clients à bien acheter leur énergie comme une expertise externalisée d'achat en énergie. Et enfin, la mobilité douce, la mobilité décarbonée, où GreenYellow se positionne comme opérateur global d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instar du solaire et de l'efficacité énergétique, GreenYellow est en capacité de dimensionner, d'étudier, mais également de financer et d'exploiter des bornes de recharge pour véhicules électriques dans un modèle qu'on peut appeler concessif. Donc, notre positionnement est vraiment celui d'un tiers investisseur, tiers développeur qui accompagne les maîtres d'ouvrage publics et privés sur la conception des bonnes solutions, leur financement, et évidemment le déploiement avec des partenaires et leur exploitation pour garantir la performance dans le temps. Je parlais des enjeux en introduction, simplement pour les rappeler ici, mais je pense qu'on les partage tous, quelles que soient les typologies d'acteurs, qu'ils soient dans la sphère publique ou privée. Il y a une nécessité d'agir et d'agir vite pour engager ces démarches de transition énergétique. On a beaucoup parlé d'efficacité dans le patrimoine bâti, hein, c'est l'élément clé de ce webinaire, pour répondre à ces contraintes réglementaires, mais aussi et surtout, parce que c'est le nerf de la guerre, pour maîtriser et diminuer ces dépenses de fonctionnement via justement la réduction des factures énergétiques. C'est bien de ça dont on parle aujourd'hui, même s'il y a des enjeux forts, il y a quand même des possibilités de réduire les charges pour nos clients, tout en conservant la capacité d'investissement. C'est ce que rappelait Hélène à l'instant. Notre modèle est celui d'aller investir sur ces solutions de transition énergétique, de rembourser ces investissements grâce aux économies d'énergie qui sont réalisées ou grâce à la revente d'énergie au réseau lorsqu'on est dans du solaire. Et puis, quand on parle de maîtres d'ouvrage publics, typiquement les collectivités, il y a aussi une volonté ou une nécessité d'exemplarité et de se positionner comme un acteur concret, réel, qui inscrit son territoire dans une dynamique en réponse aussi à ces enjeux-là et aux attentes des citoyens, des administrés que nous sommes tous finalement. Alors, le CPE, justement, c'est une solution globale, une solution qu'on porte depuis une bonne dizaine d'années chez GreenYellow maintenant. On a plus de 3000 contrats de performance énergétique qui sont en exploitation. Alors, ça consiste en quoi? Pour dire les choses simplement, c'est une offre qui intègre de manière unique et globale l'entièreté des solutions pour aller chasser les kilowattheures. C'est-à-dire qu'on va réaliser les études techniques, les études de faisabilité, identifier les gisements d'économie d'énergie, choisir les solutions que rappelaient tout à l'heure nos collègues de Schneider Electric pour justement travailler sur la régulation, travailler sur le remplacement d'équipements énergivores et puis mettre en œuvre ces travaux dans la durée avec des entreprises et piloter ces travaux de manière à avoir une garantie de performance dans la durée. Donc, c'est un contrat unique et global qui emporte études, ingénierie, financement, travaux et exploitation. Ce contrat fait l'objet d'une redevance, justement. GreenYellow va financer ces travaux, c'est ce que soulevait Hélène tout à l'heure. Il faut trouver des moyens de financement. Il y a des entreprises, justement, comme nous, qui sont en capacité, en fonds propres, d'aller mettre la mise de départ pour financer ces travaux. Lorsqu'il y a un reste à charge, hein, on parlait tout à l'heure avec le décret BAX et les GTC de projets qui pouvaient s'autofinancer. Lorsqu'on va adresser l'entièreté d'un bâti, il n'y a pas toujours cette logique-là. Donc, on va venir financer sur fonds propres l'ensemble de ces travaux et ce sont les économies d'énergie qui vont permettre justement de rembourser cet investissement sur la base d'une redevance mensuelle qu'on va facturer. Donc, ça ne mobilise pas vos capacités d'investissement et ça permet de réduire, au contraire, vos dépenses de fonctionnement en allant capter ces gains énergétiques. Et la clé de tout ça, c'est aussi l'engagement que l'on prend. C'est un contrat avec engagement de performance, garantie de performance, c'est-à-dire que dès qu'on a livré l'installation, eh bien, on va la monitorer, on va la superviser grâce au GTB qu'on a décrit tout à l'heure, avec un mécanisme de bonus, de malus. Si on n'est pas à la performance, eh bien, on dédommage le client. Et si on va au-delà, eh bien, on peut également partager les gains avec le client, le propriétaire du bâtiment. Ici, simplement pour vous rappeler que ce genre de projet ou d'offre globale ou de solution globale s'adresse à toutes les typologies d'actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur un bâtiment. Ça va évidemment de la partie comportementale, sensibilisation des usagers,
jusqu'au pilotage et au monitoring, on vient d'en parler, mais également à des thématiques plus globales de rénovation des équipements. Les contrats de performance énergétique qu'on a mis en œuvre chez GreenYellow portent sur la rénovation des équipements de chauffage, de réfrigération, mais également la récupération de chaleur fatale, ou encore les thématiques très en lien avec le bâti, autour de l'isolation par l'intérieur, par l'extérieur, voire des reprises d'étanchéité également des ouvrages. Donc, cette typologie d'offres et de contrats peut intégrer l'entièreté des solutions qu'on peut déployer, y compris le recours aux énergies renouvelables, puisque ça concourt c'est une action d'efficacité énergétique complémentaire qui en plus permet d'avoir une énergie à moindre coût. Le développement type d'un projet a été rappelé tout à l'heure par ma consoeur de chez Schneider Electric, mais globalement, on parle de quoi? On parle d'une première étape d'analyse, d'audit, de compréhension des besoins, d'identification des gisements d'économie d'énergie, d'études approfondies des solutions qu'on peut mettre en face justement de ces gisements, et de mettre en place la mécanique de financement que j'indiquais tout à l'heure. Globalement, selon la nature des sujets, des bâtiments et les visites de sites qu'on met en œuvre, on parle d'un temps qui va osciller autour de 3 à 6 mois. Puis après, on va déployer ces solutions, on va entrer en phase travaux, on va rénover ce qui est à rénover, on va déployer toutes ces solutions, qu'elles soient équipement, pilotage, voire au-delà, et ces travaux peuvent durer de 4 à 8 mois, c'est ce qu'on a indiqué ici, mais ça peut être plus long si on est sur des rénovations massives des bâtiments. À ce moment-là, justement, on met en place les réglages, les accès à distance ou GTB, on se met en lien avec le mainteneur des ouvrages pour qu'il puisse prendre en main ces équipements nouveaux et assurer justement le suivi au quotidien pour qu'on puisse, dans la troisième phase, en exploitation et en suivi, s'assurer qu'on est bien à la performance, qu'on suit les consommations telles qu'on les avait prévues, qu'on reporte à nos clients les états d'avancement, qu'on gère des dérives s'il y a des dérives et qu'on prenne les mesures correctives en fonction de ça. Donc, il y a véritablement ces 3 phases qui s'enchaînent et la troisième phase est clé puisque c'est celle qui est où on va mesurer, on va surveiller comme le lait sur le feu tous les paramètres de fonctionnement des bâtiments et s'assurer que la promesse est bien tenue. Pour illustrer ça, deux exemples clients, deux cas concrets, parce que c'est quand même bien quand on regarde les choses d'un point de vue tangible, avec un premier bâtiment qui est un bâtiment logistique qui fait 230 000 m², qui a une quinzaine d'années, et pour le compte duquel on a travaillé une offre de contrat de performance énergétique d'une durée de 10 ans. Je ne sais pas si je l'ai indiqué, mais les durées des contrats de performance énergétique s'échelonnent entre 5 et 15, 20 ans selon la nature des opérations qu'on va réaliser. Si on est sur uniquement de la supervision de l'équipement de type GTC ou sur du bâti, ben voilà, on voit que les temps de retour sur investissement peuvent être plus longs et les temps de durée de contrat sont calés sur ça d'une certaine façon. Et là, on a mis en place un bouquet d'actions sur l'éclairage, sur la CVC, sur la régulation, qui permet au final à ce client de réduire de 31% ses économies, sa consommation d'énergie sur ce site-là. Donc, on a une approche qui est extrêmement globale et intéressante pour ce client logisticien dans les Hauts-de-France. Deuxième cas concret, je vais passer sur la liste des opérations parce que c'est moins intéressant. On va parler de la grande distribution, en l'occurrence l'enseigne Casino, grand consommateur. On est sur des établissements recevant du public qui sont ouverts sur des larges plages de fonctionnement avec de l'éclairage, avec du chaud, du froid, des spécificités liées à l'activité de distribution, c'est-à-dire des frigos, etc. Et là-dessus, GreenYellow a accompagné le groupe Casino sur près de 400 magasins répartis partout en France et sur la totalité des solutions qu'on pourrait déployer et que j'évoquais tout à l'heure. On part de l'éclairage avec le rétrofit ou la rénovation des éclairages en passant en LED, à justement tout ce qui est autour de la CVC, remplacer les équipements de chaud, remplacer les équipements de froid, travailler autour de la régulation avec le déploiement des GTC, et puis ces fameux meubles froids qu'on va fermer, comme vous avez pu le voir quand vous faites vous-même vos courses. Et globalement, voilà, tout ça investi 100% par GreenYellow, et c'est près de 30% d'économies d'énergie, encore une fois, qui ont été atteints sur ces contrats de performance énergétique à une échelle globale. Tout ça pour dire que le sujet soit local, global, qu'on travaille sur une maille, sur une GTC ou sur l'intégralité de solutions, on est en capacité de choisir les bons bouquets de travaux, les bonnes
les bons choix d'équipements et de solutions, les financer, et c'est les économies d'énergie qui vont rembourser ces investissements que vous n'aurez pas à faire de prime abord. Je l'indiquais tout à l'heure, la clé, c'est l'exploitation, la clé, c'est la supervision, et c'est de surveiller ces niveaux de performance dans le temps. Donc, chez GreenYellow, on a une équipe d'exploitation qui est dédiée, qui utilise un outil d'hypervision qui va reprendre justement tous les équipements de régulation qu'on a cités tout à l'heure, qui va reprendre tout ce que vont remonter les GTB du marché, de manière à ce qu'on ait ces indicateurs qui remontent en temps réel et qu'on garantisse la performance qu'on a imaginé initialement dans le contrat, avec ce niveau de performance garanti qui permet, en cas de malheureusement de non-atteinte, de rembourser le client si on n'est pas à la perf, et au contraire, en cas de super-performance, d'aller partager les gains à 50-50 avec les clients qui auraient fait le choix d'aller dans cette thématique de contrat de performance énergétique. Donc c'est vraiment un mode de contractualisation, un mode de développement de projet qui est gagnant-gagnant pour les maîtres d'ouvrage publics et privés qui seraient enclins à les mettre en œuvre. Pour conclure, et ça fait écho à ce que je disais en introduction, on a beaucoup parlé aujourd'hui des GTC, on a parlé dans mon intervention d'ouverture aux autres thématiques de rénovation énergétique qui peuvent embarquer la logique de contrat de performance énergétique. Là où on peut accompagner également les clients publics et privés, c'est sur une offre globale qui va sur produire ces électrons verts, c'est la production solaire photovoltaïque, limiter les kilowattheures par la chasse qu'on essaye tous de mettre en œuvre, et aussi travailler sur bien acheter son énergie. Typiquement, c'est un levier supplémentaire. Enfin, c'est les trois briques qui sont sur la droite de cette slide de synthèse. Et puis également travailler, et on le fait d'ailleurs avec nos confrères de chez Schneider Electric, sur les thématiques d'innovation énergétique, de bâtiments intelligents, de réflexion autour de stockage d'énergie. Je produis à un moment donné, je stocke et je vais déstocker lorsque j'en aurai besoin. Je vais pouvoir hybrider également avec des véhicules électriques qui vont être rechargés sur ces batteries. Bref, il y a une entièreté de solutions qu'on peut pousser, qu'on peut mettre en œuvre et accompagner vos entreprises et vos territoires dans ces développements-là. Donc, un grand merci pour votre attention. Un grand merci à Pôle Énergie pour avoir organisé ce webinaire. C'était un vrai plaisir de partager nos expériences et nos solutions avec vous aujourd'hui. Merci Mickaël, aussi pour ta présentation très pédagogique sur le contrat de performance énergétique, qui est un outil qui est pas encore, qui est pas forcément très connu, mais qui a cet avantage-là de garantir la performance énergétique. Et au-delà de l'aspect réglementaire finalement du décret BACS, c'est s'assurer que le décret BACS va nous garantir les économies d'énergie dans le temps. Et ça, du coup, c'est aujourd'hui ce que vous proposez. Alors, on n'a pas de questions. Alors, n'hésitez pas à interroger nos différents intervenants. Peut-être une précision sur ta présentation, Mickaël. Aujourd'hui, quand on parle de redevance mensuelle, cette redevance, elle est de la nature des économies d'énergie générées ou c'est un coût supplémentaire pour le client? C'est une super bonne question, Hélène. Merci pour ça. Alors, ça va dépendre de la nature des travaux et des opérations qu'on va réaliser. Mais par expérience, lorsqu'on est sur du remplacement d'équipements, chaud, froid, de la régulation et de l'éclairage, elle est inférieure ou égale à la baisse des consommations d'énergie valorisées en euros. L'idée, c'est de dire, dans la promesse qu'on fait et dans la durée des contrats, qu'on design ces contrats de manière à ce qu'il n'y ait pas de reste à charge pour le client s'il somme sa consommation d'énergie plus cette redevance, ça va être inférieur ou égal à ce qu'il payait avant quand il ne faisait rien. C'est bien ça la logique qu'on essaie de mettre en œuvre. Après, très clairement, si on va rénover massivement un bâtiment en refaisant les enveloppes, de l'isolation par l'extérieur, etc., ça va peut-être être moins évident de trouver cet équilibre technico-économique, mais c'est bien ce qu'on met en œuvre sur des actifs de type industriel, entrepôt, retail, commerce de détail, etc. C'est ce qu'on arrive à obtenir et à atteindre. Très bien. Eh bien, merci à tous.
Pas d'autres questions, c'est que nos intervenants ont été très très clairs ce matin. En tout cas, je vous remercie tous pour vos présentations et pour la gestion du timing. On s'était donné jusqu'à 10h15 et donc on est, on est bien dans les temps. Et je vous laisse, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci à tous. Au revoir.